Merci vous êtes rendu disponible pour cette conférence. La date est bien choisie, on est le 25 novembre, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et en fait, il y a un rapport direct entre le thème de la conférence de ce soir, la diplomatie féministe, qui, je le précise d'emblée, est désignée souvent sous un autre terme en anglais. Et ça compte dans l'arène internationale, puisqu'elle est pratiquée par d'autres pays que la France. Elle est généralement désignée sous le vocable de la politique étrangère féministe, ce qui est un concept plus vaste que la seule diplomatie. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais il y a un rapport direct entre la date qui nous réunit aujourd'hui, en tout cas qui est le prétexte à nous réunir, et ce thème-là. C'est que les violences de genre constituent une part importante de l'ensemble des violences perpétrées au sein de nos sociétés, qu'elles occupent une place importante dans les situations de conflit et de post-conflit, dans des configurations variées et évidemment différentes de celles qu'on peut connaître en temps de paix. Il y a un rapport aussi direct qui est lié au fait que c'est la reconnaissance progressive des violences de genre comme un élément important des conflits armés qui a conduit les Nations Unies à élaborer tout un arsenal, si tant est qu'on puisse parler d'arsenal quand il s'agit des Nations Unies, parce qu'on connaît la portée souvent limitée de leurs résolutions, mais tout un arsenal de résolutions qui sont rassemblés sous le terme de l'agenda, enfin sous la dénomination de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité en français. Et c'est sur la base de cet agenda et par l'une des actrices de cet agenda que j'évoquerai tout à l'heure, qui était Margot Wallström, une suédoise, que la politique étrangère, le concept de politique étrangère féministe a émergé au milieu des années 2010. Donc c'est un concept qui est récent a fortiori si on prend comme point de référence le temps long des conflits entre États ou entre peuples et celui, dans une moindre mesure, de la diplomatie ou de la politique étrangère en tant qu'activité politique, qui, elles, datent, voilà, on peut les dater différemment, hein, selon qu'on se réfère aux États westphaliens qui naissent après la Révolution française au début du 19e siècle. C'est en général le point de référence pour se référer à l'émergence de la profession de diplomate telle qu'on la connaît aujourd'hui et à la pratique des relations internationales telles qu'on les connaît aujourd'hui. Mais évidemment, la posture du diplomate, la fonction sociale du diplomate et la notion de rapport entre peuples et entre nations, elle est à peu près aussi ancienne que les sociétés humaines organisées. Hein. Donc c'est quelque chose de très ancien. Donc la diplomatie féministe ou la politique étrangère féministe par rapport à tout ça, c'est évidemment excessivement récent. Alors, je ne sais pas si je suivrai la structure de mon intervention, c'est bien rare, donc je vous préviens tout de suite. Mais je vais quand même essayer de vous faire un petit voyage avant qu'on entame la discussion, en ne me limitant pas à aborder la politique étrangère féministe ou la diplomatie féministe, comme on la désigne en France, telle qu'elle a pu émerger au cours des 10 dernières années. Ça sera finalement le troisième point dans l'intervention. Pourquoi ? Parce que je veux vous faire bien saisir le contexte de son émergence et ce qu'elle dit des rapports internationaux à l'ère ou à l'heure de la guerre d'agression russe en Ukraine, à l'heure du conflit au Proche-Orient dans sa configuration actuelle, et à l'heure également de la montée des autoritarismes, des systèmes dits illibéraux, qui revendiquent en particulier la mise à bas d'un certain nombre de principes récemment conquis des relations internationales, parmi lesquels la prise en compte des droits des femmes et de ceux également des minorités sexuelles, de ceux qui sont désignés
comme minorité sexuelle. Donc c'est ce contexte que je trouve le plus intéressant pour comprendre en fait la notion même de diplomatie et de politique étrangère féministe. Puis après, effectivement, j'aborderai rapidement celle que pratique la France, ou que essaie de pratiquer la France depuis 2018 à peu près, dans une perspective comparée avec celle des autres pays qui la pratiquent et qui ne sont pas très nombreux. J'ai évoqué la Suède, qui en est l'inventeur ou l'inventrice, et qui ne la pratique plus depuis 2023, qui est aussi le premier pays à se défaire du concept. Mais les autres pays qui s'en revendiquent actuellement, qui ont plutôt tendance à augmenter qu'à diminuer, sont par exemple le Mexique, le Canada, la France, je le disais, et puis l'Allemagne, depuis peu également, et de manière assez résolue, et d'autres qui le font sans le dire, comme l'Espagne, dans une moindre mesure le Royaume-Uni ou la Norvège, par exemple. Et on pourra effectivement discuter sur cette base. Donc, je le disais, c'est un concept qui date du milieu des années 2010, qui a été avancé d'abord par la ministre des Affaires, celle qui a été ministre des Affaires étrangères suédoise, mais aussi commissaire européenne, mais aussi déléguée des Nations Unies pour la lutte contre les violences faites aux femmes dans le cadre des conflits armés. Et ça nous rapproche à ce que je disais il y a un instant, à savoir Margot Wallström. Et qui a inspiré un concept qui donc a été repris à quelques années de distance par le Canada, puis par la France en 2019, j'évoquais 2018, il y avait des prémices, et le Mexique en 2020, qui désignent leurs pratiques sous des vocables un petit peu différents. J'évoquerai aussi que la diplomatie des sommets, G7, G20, a contribué aussi à rendre plus populaire et à discuter ce double concept de diplomatie et de politique étrangère féministe. J'évoquais les pays qui s'en sont réclamés implicitement ou explicitement depuis. Évidemment, quand je parle des États-Unis, ce n'est ni ceux de Donald Trump version 2016, ni ceux de Donald Trump version 2025, c'est ceux de Joe Biden en particulier, du début du mandat de Joe Biden, qui avait inversé un certain nombre des prises de position de son prédécesseur et successeur, mais ça, il ne le savait pas encore, la présidence des États-Unis. Donc la définition qui est donnée au départ, c'est celle de la Suède, qui définit sa politique étrangère féministe comme une méthode de travail, une approche par les droits, la représentation, l'accès aux ressources des filles et des femmes, et qui tient compte des réalités dans lesquelles elles vivent. Donc ça se réfère spécifiquement aux filles et aux femmes, et l'acronyme en anglais fonctionne, c'est une approche par les R en fait, les Right, Representation, Access to Resources and Reality. Et ce que je disais à l'instant, c'est que c'est un concept qui va émerger dans un contexte de très forte tension internationale, ça ne vous aura pas échappé. Ces tensions internationales prennent un nouveau tour précisément vers le milieu des années 2010. Et ce que je défends dans un certain nombre de papiers, c'est que d'emblée, la dimension du genre, comme clivage des relations internationales, est centrale à ce renouvellement des tensions entre régions et entre puissances à partir du milieu des années 2010. C'est-à-dire qu'il y a une part de ces tensions qui s'aiguise autour de la définition des rapports sociaux de sexe et de la définition également des droits reconnus ou pas aux personnes non binaires, aux personnes gays et lesbiennes ou intersexes, etc., qu'on désigne aujourd'hui sous le vocable LGBTQIA+, et qui sont également partie de cette équation-là dans les relations internationales. Je souligne ici que c'est 20 ans après la conférence de Beijing, qu'on appelait à l'époque Pékin, qui est une conférence des Nations Unies qui va clore un cycle que vous connaissez peut-être, de grandes conférences organisées par les Nations Unies autour des droits des femmes à partir d'une première édition en 1975 à Mexico. Retenez la localisation, elle n'est pas étrangère
au fait que le Mexique se revendique aujourd'hui de la diplomatie féministe. Il y a une forme d'antériorité historique. C'est le lieu d'accueil de cette première grande conférence sur les droits des femmes à Mexico en 1975. Vous avez tout un cycle de conférences qui vont avoir lieu en apportant un certain nombre d'avancées, mais sans constituer de jalons majeurs pour une simple et bonne ou mauvaise raison, qui est qu'entre 1975 et 1991, on est dans une logique de guerre froide, donc d'opposition entre les blocs, et qu'en matière de droits des femmes, en matière d'égalité, comme dans tous les autres domaines, vous avez un filtre de lecture qui est celui de l'opposition entre les systèmes communistes ou du socialisme d'État et les systèmes capitalistes. Et donc chacun revendique différentes notions de l'égalité, différentes réussites ou échecs en la matière. Mais en 1995, on est après ce moment-là. On est dans un moment différent, un moment de multilatéralisme. Ce sont les prémices de la globalisation. Pas encore sa fin, telle qu'on est en train de la connaître, mais bien ses prémices, son tout début. Et avec l'accélération de ce phénomène de globalisation, on a aussi une poussée de multilatéralisme qui va être aussi alimentée à ce moment-là par des conflits très importants où la dimension du genre va éclater au grand jour, en tout cas aux yeux de la communauté internationale. Ces conflits, c'est ceux de la région des Grands Lacs, du Rwanda, du Burundi, du Kivu en République démocratique du Congo, donc des conflits qui démarrent autour de génocide, au pluriel, au Burundi et au Rwanda, génocide des Tutsis, et qui d'emblée comportent une dimension genrée très forte. Je parle assez fort. En fait, je crois que les micros ne marchent pas très bien. Vous m'entendez parce que je suis plutôt réputé pour avoir la voix qui porte, mais je peux crier un peu plus fort. Mais là, ça va crier. Donc vous avez ce conflit-là, puis vous avez celui en ex-Yougoslavie, qui est émaillé également de l'utilisation du viol comme arme de guerre. Donc dans les deux cas, on a l'utilisation du viol comme arme de guerre de manière systématique, parce que ce sont des conflits ethniques, interreligieux dans le cas également de l'ex-Yougoslavie, et que ces deux caractéristiques tendent à augmenter la probabilité et le caractère systématique de l'usage du viol comme arme de guerre, qui par ailleurs est utilisé dans la quasi-totalité des conflits armés, a fortiori des conflits civils. Donc on a ces deux conditions. La conférence de Beijing, elle intervient à ce moment-là, et elle va ouvrir tout un cycle pour les droits des femmes, qui va culminer, c'est pour ça que j'y fais référence, à la fin des années 2000. Après la fin des années 2000, et après une longue poussée des droits des femmes dans le droit international, qui en fait un vrai sujet des relations internationales pour l'ensemble des acteurs du système des Nations Unies, pour l'ensemble des grandes ONG, pour l'ensemble des banques de développement régionales ou multilatérales, pour l'ensemble des agences de développement, comme l'Agence française de développement par exemple, ça devient un sujet majeur, grâce à tout ce cycle inauguré à Beijing en 1995. Mais à partir de la fin des années 2000, s'initie ce qu'on appelle, dans les milieux féministes, mais également aujourd'hui dans la littérature, un backlash, un contre-coup, qui en fait s'efforce d'annihiler progressivement les progrès des deux décennies précédentes, et qui s'appuie sur la politisation de plus en plus grande, c'est-à-dire sur le bénéfice politique de plus en plus important qu'il y a à s'attaquer aux droits et aux libertés sexuelles et aux droits et aux libertés de genre. Ça devient de plus en plus rentable électoralement de le faire. Ça devient un marqueur pour un certain nombre de systèmes politiques qui contestent le primat de l'Occident, qui le font parfois déguisé dans une logique décoloniale, même quand, comme c'est le cas de la Russie, ce sont eux-mêmes un empire colonial, et pas n'importe lequel, le seul en activité. Et le seul jamais décolonisé, par ailleurs. Donc on a cette situation qui émerge de tensions de plus en plus fortes autour de ces sujets. Et c'est là que va intervenir cette notion. Et comme elle intervient, comme un nouveau vocable va émerger, auquel ne sont pas franchement habitués les négociateurs internationaux, les diplomates,
les acteurs habituels, classiques des politiques internationales, on s'efforce évidemment de le définir dans un langage que tout le monde puisse comprendre. Et il y a une définition qui est pas mal, qui est du Conseil international des droits humains, qui indique qu'une politique étrangère féministe, c'est la politique d'un État souverain dans ses interactions avec d'autres États souverains qui se basent sur la théorie de l'égalité politique, économique et sociale entre les sexes et s'efforce d'avancer les droits des femmes et leurs intérêts. Et donc, en fait, ça reprend une définition classique du féminisme, une définition classique dans ce même dictionnaire de la politique étrangère, et ça mixe les deux, et ça donne quelque chose qui tient à peu près la route. Mais quelque chose qui, avant de revenir sur ce contexte d'émergence, donc vous voyez voilà, qu'il a des dates assez claires, des repères assez clairs qui permettent de mieux comprendre pourquoi ce concept va intervenir, va émerger, il faut quand même revenir sur la dimension importante que revêtent les rapports sociaux de sexe, la définition des rôles sociaux et des hommes et des femmes, de la hiérarchie sociale qui est posée d'une manière générale entre eux, dans le fonctionnement des sociétés humaines en général, mais surtout dans le dysfonctionnement des rapports entre ces sociétés que constituent les conflits, en particulier les conflits armés. Donc si on fait une référence à l'Antiquité, vous voyez que je suis loin apparemment de la politique étrangère féministe contemporaine, si on pense à l'enlèvement des Sabines, le mythe de l'Antiquité qui est un des plus représentés dans les arts classiques, en particulier à compter de la Renaissance. Une des raisons pour lesquelles il est très représenté, c'est parce qu'en fait, il est sujet à diverses interprétations. Et en particulier deux interprétations dont vous vous souviendrez peut-être de vos cours d'histoire de l'art, ou de vos cours d'histoire de l'Antiquité, d'histoire romaine, c'est que dans l'enlèvement des Sabines, donc les Sabins, c'est une tribu opposée aux premiers Romains, rivaux avant que Rome ne devienne Rome, et pour faire face à cette rivalité, un raid va être organisé dans lequel seront enlevées les Sabines pour être, c'est l'une des théories, mariées de force à des Romains, combler un déficit démographique, assurer l'extension mécanique du groupe en l'étendant par le mariage, fut-il forcé, à un groupe rival. Le groupe rival ne peut plus lutter puisque, quelque part, il a été mélangé de force à son propre rival. Donc, première théorie, c'est une parabole du viol comme arme de guerre. Enlèvement, séquestration, viol, puisque le mariage forcé implique nécessairement le viol, qui peut même être précédé par le viol, et donc une symbolique très nette de la subjugation des femmes, de leur importance aussi comme butin de guerre, et de l'importance de la dimension du sexe et du genre dans des conflits où la descendance a une importance particulièrement saillante, c'est-à-dire les conflits interethniques. Donc vous avez plein d'éléments qui permettent d'éclairer des phénomènes beaucoup plus récents dans cette interprétation. L'autre interprétation, qui est également représentée dans l'art classique, on a les deux, parfois c'est très violent, parfois ça a l'air un petit peu plus sympa, c'est celle qu'on voit à droite, ou que vous voyez mal, c'est une romaine, une Sabine qui sépare les Romains des Sabins. Elle les sépare parce que c'est la pacificatrice. C'est celle qui va interrompre le conflit en proposant l'alliance matrimoniale. Donc là, c'est une femme avec ce qu'on appelle en langage féministe de l'agency, c'est-à-dire que c'est elle qui décide de comment va s'opérer l'affaire. Elle n'est pas mariée de force, elle propose une alliance matrimoniale délibérée pour mettre fin au conflit armé et pour fonder une alliance entre les deux peuples. Là, on a un autre ensemble de représentations genrées autour du rôle des femmes comme pacificatrices, comme soucieuses du bien-être et de la perpétuation du groupe, etc., à travers leur rôle attribué de manière
de manière prééminente en matière d'éducation, de procréation, etc., tout ce qui relève des tâches reproductives, de ce qu'on appelle le care aujourd'hui. Eh bien, cette double parabole, elle fonctionne assez bien pour éclairer la dimension du genre dans les conflits armés tout au long de l'histoire. Les femmes comme victimes de types de violences particulières, à forte dimension sexuelle, et également la projection très genrée de femmes pacificatrices, négociatrices, sur lesquelles devrait reposer, par exemple, la reconstruction des pays dévastés par des guerres menées essentiellement par et entre les hommes pour les guerres les plus anciennes, par les hommes contre tout le monde, et notamment contre les femmes et les enfants, dans les guerres les plus modernes. Mais si on élargit encore la focale, avant, je vous rassure, de la resserrer autour de notre sujet, on observe que l'organisation des rapports hiérarchisés entre les femmes et les hommes, mais aussi les modèles de féminité, de masculinité, ce qui relève aussi des interdits sexuels, en particulier la sodomie, comme là aussi masque, en fait, parabole des rapports homosexuels, l'interdiction formulée souvent dans des termes très différents par le déni de l'homosexualité féminine. Tous ces éléments-là font partie, de très longue date, pour ne pas dire depuis toujours, des points de différenciation entre nations, entre civilisations également. C'est-à-dire qu'on insiste beaucoup dans l'historiographie humaine sur ce qui distingue le barbare du civilisé autour des questions de genre. C'est Hérodote qui, revenant d'Égypte, expliquait dans une chronique, donc l'historien grec, et géographe, qui revient d'Égypte et qui décrit l'Égypte, la région du Bas-Nil, comme vraiment Sodome et Gomorrhe, quoi. C'est vraiment n'importe quoi comme patelin. Les hommes filent le coton à la maison, les femmes occupent les places publiques et prennent la parole en public. Enfin, mesdames et messieurs, où va le monde ? Est-ce qu'il avait vraiment vu ça ? C'est peu probable. Est-ce qu'il avait observé de légères différences qui lui inspirent ce discours ? Et ce discours qui sert à quelque chose, à dire l'Égyptien est barbare, nous les Grecs, nous sommes civilisés, parce qu'on ne permet pas cette remise en cause de la hiérarchie naturelle, bien évidemment, entre les sexes, sous nos latitudes. Et c'est quelque chose qui traverse toutes les civilisations, que cette organisation. Ça fait partie de la cosmogonie, en fait, des peuples, de leur récit mythique, de manière quasi systématique. Il y a toujours une histoire édifiante autour de qui gouverne les sociétés, qui est légitime à les gouverner, les hommes, qui les a peut-être gouvernés dans le passé, mais n'était pas légitime, et la civilisation est arrivée quand on a remis le monde à l'endroit, les femmes. Le mythe du vagin denté en amérindien, les mythes de La Fontaine en Kabylie et plus largement en Afrique du Nord, qui sont tous forgés autour de la remise en ordre du monde par la subjugation des femmes. Donc tout ça n'est pas nouveau, mais retenez le fait que, puisqu'on définit le rapport entre les nations et entre les civilisations, en particulier sur leurs mœurs, dirait-on à l'époque, où il y a un certain temps, moi, ce que j'appelle les rapports sociaux de sexe, c'est-à-dire les rapports de genre, cela veut dire aussi qu'on va nécessairement définir le conflit autour de ces notions-là. Une autre chose qui va entrer en ligne de compte, et qui est importante jusqu'au thème de la diplomatie et de la politique étrangère féministe qui nous préoccupe, c'est l'intervention des grandes religions du livre, les fameuses, qui ont quand même pour point commun la stricte division des rôles de genre, la hiérarchisation explicite entre les femmes et les hommes, fondée sur la notion de leur complémentarité, une complémentarité hiérarchisée, c'est-à-dire c'est complémentaire mais c'est pas égal, et sur la prohibition aussi des rapports homosexuels, comme donc un ordre hétéronormatif et patriarcal, pour utiliser une terminologie contemporaine, mais tout à fait adaptée pour décrire ce fonctionnement-là. Et comme ces religions accordent une importance particulière
aux structures de parenté. Il faut dire qu'elles ne sont pas nées n'importe où. Elles sont nées dans un bassin civilisationnel qui les prédisposait à porter une attention particulière aux notions de parenté. Comme la parenté est centrale, notamment dans le fait de suivre la religion ou pas, c'est-à-dire de faire partie de la communauté, de l'ecclésia, ou pas, eh bien la question des rapports sociaux de sexe, des rapports de genre, est centrale également. Et la question de l'hétéronormativité, c'est-à-dire le fait de normaliser comme cœur du fonctionnement de la civilisation les rapports hétérosexuels, est évidemment centrale également. Donc elles vont en rajouter une couche, ces religions du livre, hein, christianisme, enfin judaïsme, christianisme et islam, dans la politisation en fait des rapports sociaux de sexe, dans les rapports entre peuples d'abord, entre grandes religions ensuite. On sait bien que les rapports entre les grandes religions, vu qu'il y en a quand même 2 des 3 qui sont prosélytes, ça pose problème. Et même celle qui ne l'est pas en pose quand même aussi un certain nombre par rapport à ses revendications historiques, comme on le voit aujourd'hui. Eh bien, ça va évidemment accentuer la prégnance non seulement de ces questions pour sous-tendre les rapports internationaux, qu'on n'appelait pas comme cela encore, puisque les nations n'existaient pas, mais aussi pour accentuer sans doute la pratique d'un certain nombre de types de violences, hein, puisqu'elles vont acquérir une portée symbolique d'autant plus forte dans le contexte des grandes religions. Ça se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Si vous regardez, la notion d'orthodoxie, là, elle est centrale. Dans l'orthodoxie, qu'elle soit islamique, hein, ou wahhabite par exemple, ou salafiste, chrétienne avec les évangélistes, ou juive, hein, à travers des pratiques très littérales de la religion juive, chaque fois, vous avez toujours une revendication de pureté associée à des normes et à des interdits en matière de sexualité et à une séparation stricte des sexes et à une définition encore plus stricte des genres. Alors qu'ils sont au nombre de 2 essentiellement, pour les religions du livre, un peu plus pour le judaïsme, mais souvent dans une représentation qui est essentiellement, là aussi, puisque c'est une religion vraiment d'interprétation du livre, liée à des interprétations et pas forcément liée à une représentation du monde très différent ou beaucoup plus gender-friendly, on va dire. Si on regarde l'orthodoxie chrétienne, vous n'avez pas que les évangélistes, vous avez aussi ceux qui se revendiquent depuis un certain nombre de siècles comme orthodoxes. Et dans l'orthodoxie, référence patriarcat de Moscou par exemple, vous avez également une place très importante à accorder aux rapports sociaux de sexe, au primat du patriarcat. Tiens, c'est marrant, ça s'appelle pareil. Aucun rapport, peut-être. Mais vous s'y rajoute également quelque chose qui est né, lui, une chose qui est née, elle, de la modernité, ou plutôt du rapport complexe de la Russie à la modernité, c'est la notion de décadence, le mythe de l'Occident décadent. Quand la Russie orthodoxe a été confrontée, donc dans ses rapports aussi aux autres religions, mais également aux Lumières, et auparavant même à la Renaissance, lorsqu'elle a été confrontée par 2 fois, la Renaissance puis les Lumières, à 2-3 siècles d'écart, à la notion de modernité, notamment le primat de la raison, etc., elle a été fort attirée par l'affaire, mais in fine, elle l'a rejetée. Et elle l'a rejetée au nom de l'orthodoxie, et en particulier au nom de la crainte d'une décadence morale et sexuelle. Si on ouvre les âmes, si on fait primer la raison, si on peut tout discuter, y compris Dieu, alors la décadence nous saisit. Et pour une raison que je ne m'explique pas, dans le cas russe, la décadence est forcément sexuelle et morale, c'est-à-dire que vous risquez l'homosexualité, la perversion, la remise en cause de la hiérarchie, de la supériorité de l'homme sur les femmes, etc. Si ça fait tilt un petit peu à votre oreille dans des représentations véhiculées
de manière contemporaine par la Russie poutinienne, ce n'est pas par hasard. C'est quelque chose d'extrêmement présent encore aujourd'hui qui alimente l'aiguisement des tensions internationales autour des rapports de genre que j'évoquais comme l'un des éléments principaux du contexte dans lequel a émergé la diplomatie féministe. Mais il y a au moins 2 autres phénomènes que je voudrais évoquer avant d'atterrir doucement. J'ai parlé de religion du livre. Il faut parler aussi de 2 autres phénomènes qui sont très interconnectés. L'ère des nationalismes, qui s'ouvre à compter de l'après-Révolution française, du début du XIXe siècle, et l'ère du colonialisme, qui a commencé avant, avec la colonisation de ce qu'on a désigné comme le continent américain par les Portugais et les Espagnols essentiellement, mais qui va prendre un tour global et correspondre à un renouvellement du concept d'empire à compter du XIXe siècle, avec entre-temps un changement majeur, les colonisations du XVIe, XVIIe siècle, du siècle d'or, entre guillemets, espagnol, pas d'or pour tout le monde, évidemment, étaient liées essentiellement au prosélytisme catholique, à une conquête religieuse, à une conquête des âmes, pas seulement une conquête des richesses. Au XIXe siècle, ça devient une mission civilisatrice. Et la mission civilisatrice, elle peut tout à fait être laïque. Elle s'accommode très bien d'être laïque, d'ailleurs. Et c'est la mission civilisatrice de Britannia régnant sur les mers, de Marianne étendant les lumières de la raison, c'est ce qu'elle porte dans sa lampe, une lampe qui va éclairer, une lampe antique, qui va éclairer les sombres recoins de l'humanité colonisée. Et puis Germania au milieu, qui va moins coloniser, mais qui va beaucoup pourfendre aussi, comme on le sait, également au nom d'un primat impérial sur ses voisins plutôt que sur des territoires lointains, même si également, et elle en profitera, pas Germania, mais l'Allemagne, pour pratiquer le premier génocide du XXe siècle en Afrique. Donc le deuxième volet, c'est le colonialisme. Et dans le colonialisme, là aussi, vous avez une dimension centrale des rapports de genre et des rapports sociaux de sexe, de la définition de ce qui sépare non plus le barbare du civilisé, mais le civilisé du civilisable, puisque mission civilisatrice il y a. Et cette centralité du genre dans le phénomène colonial, elle éclaire tout un ensemble de traits du colonialisme. L'érotisation perverse du colonisé, une des raisons pour lesquelles on peut et on doit coloniser en tant que blancs occidentaux, c'est parce que le colonisé a des mœurs sexuelles que la morale réprouve, en particulier la morale chrétienne. Il est ambigu, il est lascif. Et tous ces clichés coloniaux qui ont la vie particulièrement dure sont une part très importante du registre de justification du colonialisme, qu'on soit au Moyen-Orient, qu'on soit en Afrique du Nord, qu'on soit en Afrique centrale, etc., et également en Asie. Et évidemment, s'il y a un colonisé lascif à civiliser, il y aura nécessairement aussi exploitation sexuelle, puisqu'on projette ses propres représentations sur autrui, et l'exploitation sexuelle, elle a tout un vocabulaire, toute une imagerie d'Épinal, au sens propre. Ce sont des images d'Épinal, l'image du bordel colonial, l'image du quartier réservé aux Occidentaux, etc., etc. Et vous remarquerez, si vous voyez vaguement l'image, qu'il ne s'agit pas simplement d'exploitation sexuelle de femmes, mais également, évidemment, d'enfants. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que dans ces représentations coloniales, elles ménagent tout un espace possible à l'exploitation homosexuelle également. À l'exploitation sexuelle homosexuelle, ça fait partie également de cet ensemble dans des rapports qui sont des rapports nécessairement de conquête et, comme je le dis là, de soumission. À noter que le colonialisme n'est pas un privilège blanc
et que l'empire du soleil levant, qui va coloniser abondamment, en particulier à partir du début du XXe siècle en Asie et en Asie du Sud-Est, commençant par la Corée, la Mandchourie, va appliquer une forme d'imaginaire très genré et très sexualisé, très comparable à ce que peuvent pratiquer les empires occidentaux. Et les guerres du Japon impérial, lors de la Seconde Guerre mondiale, sont aussi des guerres impérialistes, et sont des guerres impérialistes de conquête qui s'accompagnent dès les années 30 de la pratique massive de l'exploitation sexuelle. C'est ce qu'on appelle historiographiquement les femmes de réconfort, qui sont majoritairement coréennes, mais qui appartenaient à plusieurs nations d'Asie et d'Asie du Sud-Est, colonisées par les Japonais à l'époque, et qui ont été soumises à une exploitation sexuelle systématique, non reconnue encore aujourd'hui par le gouvernement japonais. C'est un peu long. Donc là, j'en reviens à une époque beaucoup plus récente, qui réunit finalement les choses que j'ai évoquées jusqu'à présent. La dimension interethnique, la dimension religieuse également, qui peut jouer un rôle important. La dimension postcoloniale, puisqu'on n'est plus dans une phase de colonisation, mais dans une phase postcoloniale, postérieure aux décolonisations. Est-ce qu'il y a un rapport entre les conflits dans l'ex-Yougoslavie? Donc sur la gauche, c'est l'image de 2 soldats bosniaques qui retrouvent une femme en état de choc après avoir subi un viol par les troupes bosno-serbes. À droite, ce sont des femmes qui manifestent dans la région du Kivu et qui a été frappée, qui continue d'être frappée par l'utilisation massive du viol comme arme de guerre. Est-ce qu'il y a un rapport avec des situations coloniales ou post-coloniales dans les deux cas? Oui. De manière plus indirecte pour la Yougoslavie, puisque c'était un pays non aligné au moment de la guerre froide, mais on est dans un conflit qui a été permis par la fin de la guerre froide. C'est la fin de cette confrontation de 2 empires, de 2 impérialismes très différents en nature, qu'étaient l'Union soviétique et les États-Unis, en tout cas le monde occidental dans son ensemble, qui a suscité la décongélation d'un certain nombre de conflits interethniques antérieurs et aboutit à la succession de conflits dans l'ex-Yougoslavie. Évidemment, dans le cas du Kivu, c'est encore plus clair. Ce sont des configurations artificielles, ethno-nationales et des frontières artificielles produites par les colonisateurs, en particulier français et belges dans ce cas, qui ont été activés en 1994 pour aboutir aux 2 génocides majeurs que l'on sait, et plus largement un conflit qui perdure jusqu'à aujourd'hui, qui a fait plus de 5 millions de morts. Donc on voit que la dimension du genre, là aussi, elle a eu une importance centrale. Je reviens au sujet de la diplomatie. Donc je dézoome fortement, je rezoome sur vraiment le sujet de mon intervention. Il y a évidemment d'autres éléments de contexte qui expliquent aussi l'émergence d'une politique étrangère féministe. Donc le premier grand élément, c'est que la dimension de genre dans les rapports internationaux, comme vous voyez, c'est pas franchement nouveau. Que c'est pas franchement accessoire non plus. C'est sans doute un des éléments fondamentaux de la définition des rapports entre l'ami et l'ennemi, entre le voisinage civilisationnel ou religieux, comme j'ai essayé de le montrer rapidement. Mais vous avez aussi des éléments de contexte beaucoup plus spécifiques qui sont liés aux évolutions, par exemple, du corps diplomatique et de la fonction même diplomatique. Augmentation du niveau de féminisation fort de ce corps diplomatique qui va concourir à éveiller l'intérêt pour la prise en compte des aspects de genre dans les relations internationales. L'importance croissante, en tout cas jusqu'à une époque récente, donnée au soft power, influence culturelle, influence diplomatique, influence à travers des structures religieuses également, sans nécessairement utiliser la force. Et le soft power a amené à redéfinir un peu les contours, mais aussi les moyens d'action de la diplomatie. Par exemple, mettre en évidence l'importance du rapport qu'ont les corps diplomatiques occidentaux en particulier avec les ONG des pays tiers,
Avant, on ne s'adressait pas aux ONG. Un plénipotentiaire parlait à un plénipotentiaire, ou un plénipotentiaire parlait à un délégué d'un ministère des Affaires étrangères du pays hôte. Il n'allait pas voir les organisations féministes, les organisations LGBTQ+, les organisations écologistes, les organisations pour la promotion des droits de l'enfant, etc., etc., ou des paysans sans terre. Donc ça, c'est quelque chose qui a émergé avec la notion de soft power. Et puis aussi avec un tournant qu'on appelle le tournant éthique des relations internationales. Alors ça résonne très ancien, hein, vu l'état des relations internationales aujourd'hui. Mais il y a eu un truc comme ça, un truc qui s'est appelé, et qui n'est pas très vieux, le tournant éthique, quand, on va dire, au seuil des années 1990, en lien avec la fin de l'opposition entre les grands blocs, où il n'était pas permis d'avoir ce tournant éthique parce qu'il y avait un intérêt supérieur des grands blocs qui était d'asseoir leur prééminence. Mais à partir du moment où ce système international se décompose, on met en avant, dans un certain nombre de chancelleries, ministère des Affaires étrangères, l'idée que il ne suffit pas simplement de garantir ses intérêts et de maintenir sa puissance quand on en a, ce qui ne concerne pas tous les pays évidemment. Il faut aussi essayer de faire le bien. La question, c'est lequel ? Celui de qui ? Et pour qui ? Et par quels moyens ? Mais en tout cas, il y a eu cette intention de concourir à un meilleur fonctionnement des sociétés humaines et à un développement plus harmonieux. Une autre grande explication pour l'émergence de cette notion, c'est toutes les limites posées à la souveraineté, puisque avant, la définition de départ, c'est les relations internationales, c'est les relations entre États souverains, sauf qu'ils ne sont plus tout à fait souverains, les États. Ils sont imbriqués dans leurs alliances géostratégiques, ils sont susceptibles d'avoir délibérément et démocratiquement cédé une part de leur souveraineté au nom d'intérêts conjoints défendus au niveau supranational, c'est le cas de l'Union européenne. Ils sont aussi, de manière souvent bien moins volontaire, pris au piège d'un certain nombre d'intérêts privés par les grandes corporations, on pense aux GAFA aujourd'hui, jadis les grandes entreprises transnationales qui concouraient à définir aussi la politique étrangère des États en avançant leurs pions et leurs intérêts financiers. Et puis il y a aussi la menace climatique qui fait que on ne peut plus faire théoriquement ce qu'on veut, quoi. En tout cas, on ne devrait plus faire ce qu'on veut. On est in fine quand même contraint à un destin commun sur la planète, ce qui n'est pas forcément quelque chose qui avait jusqu'à présent influé les rapports entre nations. Et puis un dernier élément, c'est celui que j'ai évoqué au début, donc pas besoin d'y revenir longtemps, c'est tout ce qu'on a appelé le gender mainstreaming, c'est le fait d'intégrer la dimension du genre dans l'ensemble des politiques publiques, y compris les politiques internationales. Et puis je reviens là aussi à mon point de départ, c'est-à-dire à l'agenda femmes, paix et sécurité, à cet ensemble d'une dizaine de résolutions adoptées à partir de 2000, qui, à partir en particulier de la résolution 1325 des Nations Unies, adoptée à l'époque à l'unanimité par le Conseil de sécurité, on n'imagine pas ce genre de choses, puis validé par l'Assemblée générale des Nations unies, qui portait sur la reconnaissance de la dimension de genre dans les conflits armés. Le viol comme arme de guerre, l'importance du rôle des femmes dans les processus de reconstruction, c'est la deuxième interprétation de l'enlèvement des Sabines, souvenez-vous, les pacificatrices, celles qui recollent les morceaux quand les autres ont tout pété, également l'importance de faire participer des femmes aux forces de maintien de la paix. C'est la grande époque des casques bleus. Aujourd'hui, les casques bleus se font tirer dessus partout. Puis il n'y en a plus beaucoup. Faire participer les femmes à ces missions, y compris sur le plan militaire, pour donner une forme de légitimité différente à ces forces d'interposition ou de rétablissement de la paix, également en les féminisant. Donc tout un agenda qui va concourir à redéfinir un peu ces notions de rapport de genre dans les relations internationales. Donc vous avez tout un ensemble de résolutions adoptées par la suite. Deux observations à cet égard. C'est un des arsenaux de résolutions onusiens les plus étoffés. Une des raisons pour lesquelles il est particulièrement étoffé, c'est qu'il a tendance à ne pas marcher très bien. Donc quand vous avez une résolution qui ne marche pas, vous en faites une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, etc.
Mais il y a une forme, ça veut dire aussi qu'il y a une forme d'insistance. Il y a une conscience au niveau des Nations Unies que c'est quelque chose qui a reconfiguré, qui devrait avoir concouru à reconfigurer les rapports entre les nations. Donc, mutation de l'action diplomatique, diffusion du gender mainstreaming, renforcement d'un agenda international femmes, paix et sécurité. Et du coup, c'est tout à fait logique que ce soit la Suède qui a inventé la diplomatie féministe. Parce que c'est elle qui a inventé le gender mainstreaming dès les années 80. 2, c'est elle qui a promu le gender mainstreaming à Beijing, pas seule, mais beaucoup, et au sein de l'Union européenne, à partir de son entrée dans l'UE en 1995. Et c'est d'elle que vient Margot Wallström lorsqu'elle est nommée en 2010 représentante spéciale des Nations Unies sur les violences sexuelles dans les conflits armés, à l'issue de ce processus d'adoption de toute une série de résolutions. Donc elle en devient la garante, Margot Wallström. Et sur le terrain, et en voyant aussi l'échec partiel de ces résolutions, elle va aboutir à la conclusion qu'en fait, ce qu'il faut, c'est une diplomatie féministe, et qu'il la faut d'autant plus que juste au moment où elle est en fonction, émergent, fin des années 2000, 2010, début 2010, les grandes tensions internationales autour des questions de genre que j'ai évoquées au début de mon intervention. Vous voyez la tempête parfaite qui fait aboutir à l'émergence de ce concept. Quand je dis que le genre est clé pour lire les conflits contemporains, comme il l'a été pour des conflits également du passé, mais c'est tout particulièrement vrai aujourd'hui, c'est notamment parce que on voit bien que ça devient un clivage quand vous voyez des alliances étranges se former. Si à un moment d'un vote aux Nations Unies, l'Iran, les États-Unis de Donald Trump, l'Arabie Saoudite, le Vatican, la Fédération de Russie et parfois la Chine, mais aussi des États membres de l'Union européenne, la Hongrie de Viktor Orban ou la Pologne jusqu'à la victoire de Donald Tusk en 2023, votent la même chose, c'est qu'il y a un loup. Et le loup, c'est le genre. En tout cas, le loup pour ces acteurs-là, c'est ce qu'on appelle les saintes alliances. Et vous voyez que la dimension religieuse n'est pas anodine, puisque vous avez les évangélistes américains, les orthodoxes féroces russes, les wahhabites saoudiens, la théocratie iranienne et un État théocratique, qui est le Vatican, qui s'unissent dans une même défense unanime du patriarcat et de l'hétéronormativité. Une autre chose qui alimente ce contexte, qui fait émerger ce concept-là, qui le rend nécessaire, de mon point de vue, si vous n'avez pas compris jusqu'à présent, c'est qu'il y a une nécessité, en fait, de cette notion, c'est le renforcement des agendas populistes dans les pays occidentaux, mais pas que, et des tendances, des pulsions autoritaires, parfois limite totalitaires, pour certains aspects de la gouvernance chinoise, mais aussi russe, et des différentes formes d'illibéralisme occidental à travers le monde, qui, pour la plupart, pour ne pas dire toutes, ont une part de leur agenda fondée sur la restauration d'un ordre sexuel hiérarchisé. Celui que les horribles féministes, et plus largement les infâmes woke, qui nous menacent, auraient insidieusement construit au fil des 2 dernières décennies sous couvert de droit international. Cette montée en puissance des pratiques illibérales, autoritaires du pouvoir, mais également des pratiques brutales des relations internationales, qui ne sont pas le seul fait de ces pays-là, les États-Unis ont concouru largement à la brutalisation des rapports entre nations, également à travers des guerres illégitimes telles qu'on peut les mener. D'ailleurs, on peut remarquer qu'ils ont tendance à éviter les guerres légitimes et à mener des guerres illégitimes. Donc il y a vraiment un problème de casting chez eux. Non, pas l'Ukraine. Non, c'est compliqué, les Russes vont s'énerver, tout ça. Mais voilà. Et on pourrait citer d'autres aspects, la Syrie en 2011 et après, etc. Ou évidemment Gaza aujourd'hui, si, ils y participent, mais pas comme on aimerait. Tout ça concourt à cette brutalisation générale, notamment sur les questions de genre. 2 exemples. L'un porteur d'espoir,
qu'il fut, puis plus, et un autre contemporain. Et évidemment, vu tous les conflits qui nous occupent, je pourrais en citer, je pourrais me pencher aussi sur le conflit à Gaza ou au Liban sous cet angle du genre, mais je laisserai ça à d'autres. Mais on pourra l'évoquer dans la discussion. Un des effets positifs qu'a pu avoir l'agenda Femmes, Paix et Sécurité de l'ONU, ça a été de reconfigurer un peu les processus de sortie de conflit, en imposant un certain nombre de critères sur la participation des femmes, des organisations de femmes, pas seulement les femmes en tant qu'individus, les femmes représentées par des organisations, sur la prise en compte du genre dans les accords de sortie de conflit, dans les accords sur la justice transitionnelle, définir la justice post-conflit sans y inclure les violences sexuelles pratiquées ou les effets particuliers d'un conflit interethnique ou religieux ou civil sur l'ensemble de la société. Universaliser au masculin, c'est évidemment aboutir à une justice incomplète et donc à une réconciliation tronquée. Ça a été la motivation pour intégrer cette dimension de genre. En Colombie, les accords de paix qui ont été négociés par le gouvernement avec les FARC sous l'égide de la communauté internationale à Cuba dans au milieu des années 2010, ont abouti à un accord qui au départ était exemplaire, c'est-à-dire qui intégrait cette dimension de genre dans tous les aspects. Réintégration des guérilleros et guérilleras des FARC, puisqu'elles étaient très nombreuses au sein des FARC, justice, mécanisme de compensation ou de justice civile pour les cas de violences sexistes et sexuelles, participation importante des organisations de femmes, aux délégations avec des quotas, etc. etc. Tout ça est adopté et puis soumis à référendum en Colombie. Vous vous souvenez peut-être du résultat des référendums. Le bon peuple rejette les accords de paix. Il rejette les accords de paix. Pourquoi ? Parce que, selon les termes de la lecture proposée par les opposants à l'accord de paix, ça risque de faire de tous les petits Colombiens des homosexuels. Parce qu'il y a une dimension de genre dans les accords de paix négociés sous l'égide des Nations Unies. Ça va échapper jusqu'à tout le monde, cet effet collatéral potentiel. Mais il est mis en avant par l'Église colombienne avec le soutien du Vatican, encore eux, avec également le soutien des forces d'extrême droite, des anciens paramilitaires, etc., qui craignent pour leur sécurité juridique, puisqu'ils ont pas mal violé de leur côté. Donc c'est rejeté, il faudra retirer un certain nombre des aspects de genre, ce qui le rendra l'accord moins exemplaire, avant de le soumettre au Parlement, qu'il ne soit voté par la suite. Et puis un autre bon exemple de l'importance de ces questions, c'est la guerre en Ukraine. Alors je ne reviens pas sur les sources, les crises en Géorgie et en Ukraine au cours de la dernière décennie, et depuis 2008 on va dire, donc, qui correspondent aussi à ce moment où s'aiguisent les deux versants du clivage autour du genre dans les relations internationales. Simplement, quand moi, je penchais pour vous passer un petit extrait des discours de Poutine, les premiers discours de justification de la guerre d'agression menée contre l'Ukraine. À partir de mars, la guerre c'est février, les premiers discours pour justifier, c'est mars. Il n'avait pas l'air bien sûr de sa justification, il a pris un mois pour réfléchir. Et quand il sort pour exprimer pourquoi on a envahi, la Russie a envahi l'Ukraine, il ne parle pas de l'OTAN. Il ne parle pas du positionnement des missiles américains. Il ne parle pas de la sécurité collective de la Russie, etc., etc. Non. Il ne parle même pas des soi-disant demandes des pauvres minorités russophones dangereusement opprimées par l'Ukraine gouvernée par un président russophone. Non, il parle des questions transgenres en Occident, qui sont le symbole d'une décadence absolue, des féministes, qui sont un poison pour la civilisation chrétienne. Et en fait, ce qu'il explique in petto, c'est qu'il est en train d'envahir un pays souverain pour le remettre sur le droit chemin de l'hétéronormativité du patriarcat. Très bien. Le recours au viol comme arme de guerre
apparaît rapidement dans le conflit et entre en résonance avec tout un vocabulaire utilisé par le Kremlin et par ses zélateurs, notamment dans les médias russes, de manière quotidienne à la télévision, qui est un vocabulaire de sexualisation totale de l'adversaire. L'adversaire, évidemment, c'est pas seulement les Ukrainiens, qui sont tous dépravés, drogués, homosexuels. Mais pourquoi ils sont homosexuels, ces pauvres Ukrainiens? Parce qu'au départ, c'était un pays frère, souvenez-vous. Eh bien, ils sont homosexuels parce qu'ils ont été contaminés par l'Occident. Donc, le gros problème, c'est l'Occident qui est homosexuel. Et l'Europe, pire que les États-Unis, quelque part. C'est pour ça qu'on peut s'entendre avec Trump, qui non plus qui est un vrai mec, lui. Donc, entre vrais mecs, on se comprend. Donc, bref, je rigole, mais c'est présent dans l'intégralité de ce discours, constamment. Il n'y a rien sur l'OTAN. Il n'y a rien. Il n'y a rien sur les missiles ou les menaces sécuritaires qui auraient pesé d'une manière ou d'une autre contre la Russie. Vous avez un pays impérialiste qui essaye d'en recoloniser un qui avait entrepris de se décoloniser et qui le fait, logiquement, comme on a vu dans des exemples précédents, à travers tout un vocabulaire extrêmement sexualisé. Donc, des diplomaties féministes, il me reste 4 minutes, mais c'est pas grave, parce qu'on peut en parler dans la discussion. Et puis parce qu'elles ont de toute façon des points communs. Panorama général. Vous avez compris, côté suédois, il y a toute une logique historique. C'était une logique aussi au niveau national, là-dessus je ne m'étends pas. Pays avec des alliances gouvernementales, des gouvernements de coalition, donc c'était une manière de renouveler le logiciel de la social-démocratie suédoise. Comme elle ne pouvait plus trop promettre le grand soir social, libérale qu'elle était devenue, elle promettait le grand soir sociétal. Donc c'était aussi un lot de consolation historique et qui permettait de créer une nouvelle coalition. Sauf que les coalitions ont changé et que si la Suède s'est retirée de la diplomatie féministe en 2023, c'est parce qu'elle a un gouvernement de droite, mais qui n'existe que par la bénévolence d'un parti d'extrême droite. Ça vous rappelle quelque chose ? C'est-à-dire qu'ils ne peuvent gouverner que s'ils ne sont pas censurés. Et ils seront censurés si ils rétablissent la diplomatie féministe. Voilà, donc c'est aussi une affaire de coalition. Vous aviez également le Canada. Alors le Canada, ça ressemble un petit peu à son Premier ministre, Justin Trudeau, Monsieur Téflon, qui rien ne semble avoir de prise. Le Canada revendique historiquement une posture de puissance éthique au sein du G7. Hein, c'est les good guys, les Canadiens. Bon, alors ils polluent beaucoup, etc. Ils font souvent les guerres de l'OTAN et pas toujours les bonnes, mais notamment en Afghanistan ou en Irak, mais ils ont cette réputation de puissance éthique, et c'est des gros pourvoyeurs de l'aide multilatérale au développement, ce sont des grands multilatéralismes, c'est un rempart aussi contre le trumpisme en Amérique du Nord, en tout cas c'est ce qu'ils revendiquent, et parfois avec quand même une certaine raison, c'est sûr qu'on préfère habiter au Canada, même dans Handmaid's Tale, dans La Servante écarlate, où est-ce qu'on s'enfuit? Au Canada, évidemment. Donc, vous avez toute cette revendication-là. Le problème, c'est que ce n'est pas un pays qui pratique le gender mainstreaming. C'est un pays libéral, à l'américaine, qui a finalement relativement peu d'outillage pour appuyer cette notion de politique étrangère féministe. Donc il fait essentiellement à travers son action extérieure et à travers, pour la coopération, et à travers le fait que ce soit un grand organisateur aussi de congrès et de sommets internationaux. Donc ça lui donne une certaine légitimité, mais il n'y a pas forcément un fond très important. Les Mexicains, j'ai aussi rappelé l'origine, 1975, la première conférence de la première décennie de l'ONU pour les femmes, et puis aussi une définition un peu comme les Canadiens d'ailleurs, vis-à-vis du grand voisin du Nord pour les Mexicains, les États-Unis, et en particulier sous la présidence Trump. Avec la présidence Trump, la première, vers vintage 2016, le Mexique se définit par opposition. Il est sous la présidence de López Obrador, d'AMLO, qui a cédé la place à sa dauphine Sheinbaum très récemment lors des élections présidentielles, et qui revendique justement la dimension de l'égalité femmes-hommes par opposition aux États-Unis, qui joue la carte donc de la relation avec les États-Unis, mais qui également revendique cette historicité que j'évoquais, et le fait d'avoir
incorporé dans son régime juridique parmi les premiers pays au monde par la voie d'une jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, la notion de féminicide. Donc il y a une sorte de légitimité. Et je termine avec les Français. La France, elle, va adopter cette diplomatie féministe à partir de 2019 comme la résultante, c'est pas par suivisme simplement, parce qu'elle a vu d'autres pays le faire, c'est parce qu'il y a aussi une évolution propre qui date de quelques années. La France, elle n'a pas beaucoup pratiqué l'intégration du genre dans les politiques publiques, le gender mainstreaming, inventé dans les années 80 par les Suédois, mis en œuvre en Europe théoriquement par tous les États depuis le milieu des années 90. Elle a attendu 2012 pour commencer à s'en préoccuper. Mais, comme souvent chez les derniers convertis, ce sont les plus virulents. Donc elle fait beaucoup de gender mainstreaming depuis 2012. Elle le fait pas trop mal et avec une certaine continuité entre les différents gouvernements et présidents depuis Hollande, donc Macron également, sous forme d'une stratégie internationale pour l'action extérieure de la France, sous l'angle du genre, une stratégie genre de l'action internationale de la France, de l'évaluation de cette stratégie, de la constitution d'un pool d'ONG, de spécialistes, d'experts, dont j'ai fait partie avec le Haut Conseil à l'égalité, pour promouvoir cette approche féministe de l'action internationale en matière de développement, en matière de politique culturelle, en matière de politique multilatérale et de plus en plus en matière de politique internationale, j'allais dire avec un grand P, c'est-à-dire celle autour de la guerre et de la paix. Et on a vu surgir cela avec la conversion progressive de l'AFD, l'Agence française de développement, aux critères genre de l'OCDE, qui permettent de marquer si un projet traite de la dimension du genre de manière centrale, de manière secondaire ou pas du tout. Aujourd'hui, si c'est pas du tout, vous n'êtes pas financé à l'AFD, ni au niveau de l'Union européenne, ni dans la plupart des grandes ONG internationales, ni dans le cadre des grands financements, des grands financeurs internationaux comme le Fonds monétaire ou la Banque mondiale. Il faut une dimension de genre minimum 1. Et par ailleurs, le fait d'intégrer davantage les ONG féministes dans, on va dire, la coalescence des intérêts, de la défense des intérêts français au niveau international et de la promotion d'un certain nombre de valeurs portées par la diplomatie française. Donc vous avez différents objectifs qui sont ceux qui sont cités ici. Évidemment, les limites sur lesquelles on peut revenir dans la discussion dans un instant, elles sont assez évidentes et ce sont d'une manière générale à peu près les mêmes pour toutes les diplomaties féministes ou politiques étrangères féministes. La première, c'est la question de la cohérence. Avoir une politique étrangère féministe, ça signifie quoi, par exemple, par rapport au fait d'être un producteur et un vendeur d'armes? Est-ce que ça signifie, ipso facto, que vous ne devez pas en produire ni en vendre, sinon vous n'êtes pas féministe? Ma position est que non, ça ne signifie pas ça. Fournir des armes à l'Ukraine, c'est aussi fournir des armes à un pays qui se défend contre une agression qui a été lancée aussi sur des fondements, sur une instrumentalisation de la dimension des rapports sociaux de sexe. Et j'ai rencontré beaucoup de féministes engagées dans les forces armées, de milieux anarchistes et autres, qui partagent son point de vue. Mais ça peut vouloir dire, en revanche, changer d'alliance. Ça peut vouloir dire ne pas recevoir le prince régent saoudien en grande pompe à l'Élysée, par exemple. Donc il y a un certain nombre de jeux d'alliance, de questions de cohérence qui se posent. Une autre question de cohérence qui se pose, c'est celle entre votre politique à l'étranger, et ce que vous êtes capable de faire chez vous. Ça collait, grande cause du quinquennat, la lutte contre les violences faites aux femmes. Sauf que grande cause plouf, quand même, ou pchit. C'est-à-dire des moyens qui ne sont toujours pas à la hauteur des enjeux, et puis des reculades sur un certain nombre de points. Je ne fais pas de procès radical de ce point de vue-là au dernier gouvernement au pluriel. Je mets de côté l'actuel, qui est un cas particulier, qu'on ne connaît pas encore, en fait. Mais pour ce qui est des précédents, je ne leur fais pas un procès d'intention, c'est-à-dire qu'il y a, en tout cas ça a été mon expérience en tant qu'acteur, il y a eu depuis une dizaine d'années une volonté de mise en cohérence. Il y a eu des moyens qu'il n'y avait jamais eu, y compris financiers. On est toujours loin du compte, mais la tendance a été positive. C'est-à-dire que je vous donne juste un exemple, peut-être que je peux finir là-dessus, c'est
J'ai participé à plusieurs commissions sur le statut de la femme en tant que membre exécutif du Haut Conseil à l'égalité, donc ministre en charge des droits des femmes, représentante de grandes ONG féministes, historiques, planning familial ou plus récentes également. Là, il y a un peu de fait du prince là-dedans et des faits de tendance, mais bon, voilà, une coalescence d'intérêts. Je me souviens d'avoir été reçu avec tous ces acteurs-là, sous la direction de la ministre à l'époque, pour un brief stratégique par l'ambassadeur de France auprès des Nations Unies, qui est le premier poste d'ambassadeur dans le monde. C'est le plus important. C'était M. Lévy, très respecté diplomate, probablement un des diplomates français historiquement les plus respectés ces 20 ou 40 dernières années, qui nous reçoit et qui nous fait un brief tout en nous remettant nos badges d'accès complet, y compris aux réunions du Conseil de sécurité qui étaient en train de décider si il fallait bombarder Bachar el-Assad ou pas, après l'utilisation des armes chimiques. Donc des réunions pas du tout importantes. Badge pour tout le monde, peut accéder à ça, et on vous briefe sur les tenants et les aboutissants, sur qui sont les membres de la Sainte Alliance que vous allez en face de vous, sur quels sont les arguments auprès de qui à utiliser, sur comment aligner nos positions pour qu'elles soient avoir du poids. Bref, une discussion sérieuse par un diplomate sérieux qui prenait le sujet au sérieux. Pourquoi il le prenait au sujet au sérieux? Parce que c'était un grand féministe? Non. Parce que l'acculturation avait été suffisante et sa compréhension des enjeux internationaux et de la dimension du genre dans ses rapports internationaux avait été suffisante pour l'alerter sur l'importance de cette réunion. C'est une anecdote, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est aussi une indication de que quelque chose s'était passé dans le logiciel de la politique étrangère française qui n'a pas disparu depuis et qui continue de gagner un certain nombre d'alliés. Mais les politiques étrangères féministes n'engagent que ceux qui y croient. Comme on le sait avec la Suède depuis 2023, on peut s'en retirer. On peut dénier la centralité des rapports de genre dans les relations internationales, ou on peut, pire, s'aligner avec les discours qui affirment que tout ça c'est un projet woke de remise en cause du patriarcat et de l'hétéronormativité qui sont, comme chacun sait, de Dieu du Seigneur, de dons du Seigneur. Je me permets, je suis à l'Alliance laïque quand même, je peux me lâcher un peu. Voilà, donc voilà pourquoi la diplomatie féministe et la politique étrangère féministe a émergé, voilà pourquoi elle a toute sa place dans les rapports entre puissances et entre régions du monde au début du XXIe siècle. Et je crois que si vous devez retenir quelque chose, c'est qu'elle est une nécessité, et qu'elle est une nécessité parce que la dimension des rapports de genre, non seulement était essentielle dans la plupart des conflits humains, mais parce qu'elle revêt aujourd'hui une importance particulière, puisqu'elle est identifiée comme un des grands clivages qui séparent différents systèmes et différentes nations. Et que c'est un entremêlement qu'il convient ensemble de dénouer, parce qu'il y a aussi cette dimension décoloniale à l'intérieur qui peut être porteuse aussi d'ambiguïté, parce qu'un agenda décolonial me paraît tout à fait pertinent, être une grille de lecture tout à fait utile dans beaucoup de cas, sauf quand il est promu, par exemple, par la Fédération de Russie. Là, je ne pige plus et je ne suis plus l'affaire. Voilà, donc merci pour votre attention.